Salut, aujourd'hui on se retrouve pour ma série de vidéos sur la visite du jardin. Donc après la biodiversité, après les arbres fruitiers, on va continuer cette visite avec mes élevages. Donc dans cette vidéo, on va parler de mes trois équidés, une jument et deux ânesses. On va parler des poules, on va parler des canards et on va un petit peu parler des poissons. Selon moi, il est important de connaître les animaux que l'on souhaite élever. Donc connaître quel est l'animal sauvage le plus proche, quelle est son origine à cet animal, quelles sont ses conditions de vie naturelles, et faire en sorte de reproduire autant que possible, du mieux que l'on peut, ces conditions pour avoir des animaux heureux et qui vivent une belle vie. Quand nous avons acheté nos terrains il y a 3 ans et demi, on s'est retrouvé avec une immense partie de prairies. Donc nous, on voulait planter des forêts comestibles, on voulait faire du potager, on voulait créer des mares, etc. Mais on voulait également maintenir des zones ouvertes des prairies. Alors pourquoi est-ce qu'on voulait maintenir des zones ouvertes des prairies? Pour deux raisons. Une principale qui est pour le maintien d'une biodiversité. Il y a toute une biodiversité qui ne peut exister que dans des zones ouvertes, des prairies. Une grande diversité de fleurs se trouve dans nos parcelles, dans les zones prairies. Toutes ces fleurs attirent énormément de pollinisateurs, des papillons, des abeilles et autres insectes qui se nourrissent de ces fleurs. Voilà, et puis les insectes, ça nourrit d'autres animaux, et ainsi de suite, hein, c'est une chaîne. Du coup, la première raison qui a fait qu'on voulait maintenir ces prairies, c'est pour la biodiversité. Ah, d'ailleurs, entre parenthèses, il y a David qui fait des vidéos sur les plantes sauvages, sur la chaîne Permaculture, Agroécologie, etc., qui s'est lancé dans l'idée folle de répertorier tous les végétaux du terrain. Et donc là, récemment, on a découvert qu'il y avait la nielle des blés sur notre terrain, qui est une plante en danger sur la liste rouge et qui est protégée dans le Limousin. Enfin bref, tout ça pour vous dire que les zones ouvertes, ça a tout un tas d'intérêt. Et la deuxième raison qui nous a motivés dans l'idée de maintenir des zones ouvertes, c'est le côté culturel. Nous, on est arrivé dans le Limousin il y a 3 ans et demi. C'est pas ma région de naissance, c'est une région dans laquelle je débarque. Et donc, on a essayé en famille de s'intégrer aux coutumes locales, on va dire. Et ici, en Corrèze, les gens sont souvent très attachés à leur prairie. Et donc, en plus du côté biodiversité, le côté intégration avec les habitants de la Corrèze nous a incité à maintenir des prairies, des zones ouvertes. Et donc dans notre optique de préservation de biodiversité, mais également de l'environnement général, on a décidé d'être le plus économe, le plus autonome possible, et du coup on voulait dépenser le moins de pétrole possible. Et donc pour maintenir une zone ouverte sans consommer du pétrole ou autre énergie, le plus simple, c'est d'avoir des animaux, et donc on s'est orienté vers les équidés, donc cheval-âne, pour maintenir ces prairies ouvertes. Pour essayer de faire en sorte que les équidés n'épuisent pas la prairie, on a clôturé en 3 parcelles dans lesquelles on fait des rotations. Ça permet de laisser des végétaux monter en graines, ça permet de limiter leur consommation d'herbe, ça permet à la prairie de se régénérer, ça permet d'éviter que les parasites s'installent. Donc voilà, on fait des rotations avec 3 prairies. Que vous voyez là à l'écran, donc prairie 1, prairie 2, prairie 3. Et régulièrement, je ramasse le crottin que je trouve dans ces prairies, et ce crottin, je le ramène soit au potager, soit aux arbres fruitiers, ça permet de nettoyer les prairies un petit peu, qu'il n'y ait pas trop de parasites qui s'installent, et ça permet de fertiliser mes zones de culture. Tout ce que je demande à mes 3 équidés, c'est de brouter de l'herbe et de faire du crottin. C'est ce qu'elles font très bien, je leur demande rien d'autre que ça. Donc je les laisse en fait faire leur vie. Et je maintiens les prairies en bonne santé et je récupère le crottin. En plus de maintenir les prairies et de fournir du fertilisant pour les zones de culture, ces 3 animaux, ces 2 ânesses et cette jument, sont des très chouettes animaux de compagnie qui sont vraiment très agréables à côtoyer au quotidien. Comme dans toute chose, il y a des avantages et des inconvénients. Donc, vite fait, auquel je pense d'inconvénients, il y a déjà la gestion des prairies, sachant que ces 3 animaux passent leur temps à manger. Si je surveille pas un peu les prairies, elles auront vite fait soit de trop manger, de devenir énormes et d'attraper des fourbures ou autres problèmes, soit elles vont consommer tous les végétaux et du coup ça va appauvrir les prairies. Du coup, il y a toute une gestion des prairies à avoir. Il y a une gestion des clôtures. Sachant que ma jument, elle pèse 850 kg à peu près, du coup il suffit qu'elle se frotte sur un poteau pour vraiment faire des dégâts sur les clôtures en général. Pareil pour les cabanes. La jument, à la limite, elle s'en fiche un peu des cabanes, mais les ânesses adorent se mettre à l'abri, notamment de la pluie dans les cabanes
où en été elles passent leur temps dans des cabanes pour éviter les mouches et les temps qui les dérangent. Du coup, voilà, une gestion de clôture, gestion des cabanes, gestion des prairies, un petit peu à voir. Il y a également le maréchal ferrant, parce qu'en fait, ces animaux-là ont des sabots qui poussent en permanence. Et dans les prairies molles du Limousin, les sabots ne s'usent pas correctement. Du coup, il faut limer les sabots. Moi, j'ai fait le choix de faire venir un maréchal ferrant tous les 4 mois à peu près pour limer les sabots. Ça m'évite d'avoir à m'occuper de ça. Et il y a également tout ce qui est vétérinaire. En fait, de temps en temps, il y a des petits problèmes. De temps en temps, ça a dû nous arriver 3 fois, je crois, 3 fois en 3 ans, de faire venir un vétérinaire pour voir un petit peu, soit des plaies, soit d'autres petits problèmes qu'il peut y avoir, des vers, etc. Autre petit problème, c'est que justement, c'est dans le crottin, ça attire pas mal de bestioles, ça attire tout un tas de petites mouches, et du coup, les mouches, c'est quand même un problème vraiment pour ces animaux-là. En été, pour la jument et pour les ânesses, c'est vraiment difficile à supporter en été, toutes ces quantités de mouches qui viennent les déranger. Du coup, pour la jument, ce que je fais, c'est que elle aime bien que je lui mette un espèce de masque, en fait, un masque en filet qui permet d'être à l'abri des mouches au niveau des yeux, parce que les mouches aiment bien se mettre au niveau des yeux pour prendre en fait ce qu'elles sécrètent. Du coup, voilà, je lui mets régulièrement un petit masque en été qui la protège des mouches. Les ânesses, c'est même pas la peine d'essayer de leur mettre ce masque, elles ne l'accepteront pas du tout. Du coup, avec ce filet sur la tête, elle ressemble un peu à une jument du futur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme problème? Je vais essayer de vous lister quelques problèmes que je rencontre, histoire que vous ne fassiez pas une vision trop idyllique du fait d'avoir un cheval, par exemple. Alors là, quel je pense? Déjà, ce filet que je lui mets sur la tête, c'est pas mal pour les mouches, mais par contre, comme les mouches elles sont là en été, elle a très chaud en fait sous ce filet. Et donc en fait, il faut alterner filet, pas filet, parce que toute la journée, elle transpire, notamment au niveau du front et des oreilles, quoi. Donc voilà, on peut pas le mettre tout le temps non plus, ce filet. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Il y a des blocs de sel que je dois mettre régulièrement pour qu'elles aient du sel à disposition. Concernant les clôtures, je n'ai pas opté pour les clôtures électriques pour 2 raisons. Première raison, c'est que moi j'ai envie que mes clôtures soient végétalisées avec des ronces, des aubépines, des pruneliers, des trucs, voilà, que mes clôtures disparaissent dans la végétation, c'est ce que j'espère. Et deuxième chose, c'est que les clôtures électriques, ça peut tomber en panne et avoir des problèmes de panne de clôture. Après avoir essayé tout un tas de clôtures différentes, j'ai donc opté pour des clôtures en barbelé, ce qui n'est pas du tout. Enfin, c'est pas quelque chose qui me faisait rêver à la base. Il y a plein de problèmes avec les barbelés. Alors moi, elles ont 10 ans à peu près, mes équidés, elles ont toujours vécu entourées de barbelés, donc elles connaissent très bien, elles vont pas se blesser dedans. Mais voilà, je suis pas trop fan du barbelé. Et du coup, niveau des portails, euh, pareil, j'ai essayé tout un tas de systèmes de fermeture, hein, mais elles m'ont tout défoncé, les fermetures que je faisais avec des fils de fer, des trucs vraiment bricolés, ça résistait pas. Du coup, récemment, j'ai opté pour des petits systèmes comme ça, le petit crochet. Alors, le petit crochet, c'est sympa, mais elles le font sauter très rapidement. Du coup, le système à coulisses, c'est bien, mais disons qu'au début, c'est assez en face, mais à force de se frotter sur les poteaux et le portail, ça crée toujours des décalages. Donc maintenant, j'ai opté pour la chaîne et le mousqueton, qui me semble être une solution simple et costaud. En gros, si maintenant quand j'installe un système de fermeture sur un portail, je me pose la question, tiens, si je mettais des grands coups de pied dedans, est-ce que ça résisterait? Et donc, les 2 premiers systèmes, je me dis que non, ça résiste pas. Et la chaîne et le mousqueton, a priori, ça résiste à des grands coups de pied dedans. Un autre problème que je rencontre au niveau autonomie, bon ça je m'y attendais, hein, c'est que j'ai environ 2 hectares pour 3 équidés et il faut savoir que en hiver l'herbe ne pousse pas. Du coup en hiver je complète leur alimentation avec du foin que je fais venir de l'extérieur. Alors moi je suis dans le Limousin, c'est très simple pour moi de me procurer du foin, mais malgré tout je préférerais être autonome, produire l'alimentation sur mon lieu. Du coup, j'ai planté énormément d'arbres fourragers. L'idée, c'est qu'à terme, je fasse des fagots avec ces arbres fourragers pour pouvoir les nourrir en hiver. Mais pour le moment, en tout cas, j'importe du foin de l'extérieur. Voilà en gros pour les problèmes que je rencontre avec ces 3 équidés. Sinon, le reste, c'est plutôt du plaisir et du bonheur. S'il y a cette histoire de crottin qui attire énormément de larves d'insectes et de parasites en tout genre, du coup, pour résoudre ce problème d'insectes dans le crottin qui est dans la prairie, il y a nettoyer les prairies déjà. Et également, nous, on a décidé d'avoir des poules. Comme ça, les poules transforment ces insectes en œufs.
Donc au niveau de ces prairies, on a fait le choix d'avoir des poules en liberté toute la journée, hein. Il y a juste le soir où elles rentrent dans leur poulailler sécurisé. Mais du coup, sinon, tout le reste de la journée, elles sont en totale liberté dans les prairies, dans les zones boisées. Elles ont tout un tas d'espace pour elles. Et c'est vraiment un plaisir de les voir se balader et se nourrir de ce qu'elles trouvent dans la nature. Ces poules peuvent donc trouver toute leur alimentation, soit dans les vers, dans les insectes qu'elles vont trouver dans le crottin, soit les autres insectes qu'elles vont trouver en sous-bois ou dans la prairie. Elles vont également se nourrir des graines qu'elles vont trouver dans les plantes sauvages. Elles vont également manger tout un tas de végétaux divers et variés. Les poules, ça mange des vers, ça mange des plantes, ça mange également des tiques. Donc c'est pas mal pour enlever une quantité de tiques dans la prairie. Les poules, c'est quand même pas mal. Du coup, pendant de très longs mois dans l'année, mes poules peuvent manger et boire sans moi. Il y a des mares, donc elles se débrouillent pour boire. J'ai pas besoin de changer l'eau ou de choses comme ça, de nettoyer l'eau et tout ça. Elles peuvent se nourrir dans ce qu'elles vont trouver dans la nature, une bonne partie de l'année en tout cas. Au-delà du fait que c'est vraiment agréable d'avoir des animaux en liberté qui se baladent et qui vivent leur vie comme ils le veulent, il y a le côté autonomie ou économie comme on veut. Faut savoir qu'une poule en captivité, bon, c'est une moyenne que je vous donne, mais elle consomme environ 120 grammes de grains par jour. Et les meilleures poules pondent moins de 300 œufs par an. Ce qui fait que si on calcule à l'année, il faut 43 kilos de nourriture pour obtenir, on va dire, un œuf, ça pèse, si on enlève la coquille, 50 grammes. Donc ce qui fait qu'il faut à peu près 43 kilos de graines pour une poule en captivité pour obtenir une quinzaine de kilos d'œufs. Du coup, c'est pas forcément ce qui est le plus efficace à faire venir 44 kilos de nourriture pour en produire une dizaine, une quinzaine. Ça me semble pas efficace. Avec des animaux, des poules en tout cas en liberté, le ratio est vraiment beaucoup plus intéressant. Bon, les poules en liberté, c'est un choix personnel, hein, mais on n'est pas obligé de nourrir ces poules avec de la liberté pour atteindre une certaine autonomie. On peut très bien les nourrir à base de compost, de légumes et de fruits abîmés, de pain dur ou de préparation que l'on va faire avec ce qu'on trouve sur notre terrain et nourrir nos poules comme ça. On n'est pas obligé de les laisser se débrouiller dans la nature. D'ailleurs, moi j'ai deux cheptels, on va dire, de poules. J'ai celles qui sont donc en liberté dans la prairie et j'ai un autre poulailler à côté de la maison où ces poules-là n'ont pas accès à des immenses prairies. Et du coup, ce deuxième poulailler est beaucoup plus nourri avec notre compost, avec le pain sec, avec des fruits et des légumes abîmés, enfin avec tout ce qu'on va trouver sur le jardin. On va donc les nourrir avec tout ça en priorité. Quel est l'intérêt d'avoir autant de poules et de poulaillers? Alors nous, on a fait le choix d'avoir deux poulaillers différents pour plusieurs choses. En fait, déjà, on n'est pas en autarcie, donc on vit en relation avec des humains qui nous entourent et du coup, on apprécie énormément donner ou troquer ce que l'on produit. Donc, que ce soit des légumes ou des œufs, en fait, on adore donner des œufs à notre entourage ou troquer avec notre entourage. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison est que de la même façon que l'on dit qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, nous, on a décidé de ne pas mettre toutes nos poules dans le même poulailler parce que ceux qui ont des poulaillers le savent très bien, les attaques de prédateurs, ce n'est pas quelque chose de très rare quand on a des poules. Et donc le fait d'avoir deux poulaillers séparés permet que si un des deux poulaillers subit une attaque, l'autre reste totalement indemne. Donc chez moi les poules, elles m'aident à déparasiter la prairie. Elles me permettent de réutiliser tout ce qui est légumes et fruits abîmés, tout ce qui est déchets de cuisine. C'est vraiment très chouette de pouvoir donner ça aux poules. Ça peut potentiellement créer des fertilisants. Les fientes de poules, c'est vraiment très riche en azote notamment. Donc ça peut permettre de créer du fertilisant pour le potager ou pour les arbres fruitiers. Alors moi personnellement, j'en ai pas vraiment besoin parce que déjà les équidés, ça me suffit largement. Le gros avantage des poules, c'est que ça me fait une très grande production d'œufs toute l'année, hein, que ce soit l'hiver, qu'il fasse froid, chaud, il y a des petites variations, mais mes poules pondent tous les jours de l'année, et parfois même en très grande quantité, ce qui fait qu'on donne vraiment énormément d'œufs pendant des longues périodes de l'année. Nous, on ne cherche pas la consommation de viande de poule. Déjà, il y a plusieurs raisons à ça. C'est qu'on essaye de manger très peu de viande. Deuxième raison, c'est que les prédateurs nous prélèvent ce qu'on a en trop régulièrement, hein, que ce soit les renards. Enfin, c'est souvent les renards chez nous. Et puis, une autre raison, c'est qu'on donne souvent nos poules ou coqs. Quand on en a en trop, on donne. Parce qu'il y a plein de gens autour de nous qui sont intéressés par le fait d'avoir des poulaillers. Donc voilà, on ne consomme pas la viande de nos poules.
Je dirais qu'en négatif, c'est qu'il faut se prémunir des prédateurs, donc construire un dortoir, pondoir sécurisé, hein, vraiment bien sécurisé, parce qu'une fouine, ça passe partout. Euh, il faut donc du coup, ça amène une autre contrainte qui est fermer le soir et ouvrir le matin. Alors évidemment, il existe des systèmes automatiques, mais moi j'aime pas trop ça, les systèmes automatiques. Plus on a de choses automatiques, plus on a de risques de panne. Donc moi j'ouvre le matin à mes poules et je ferme le soir à mes poules euh, tous les jours de l'année, quelle que soit la météo, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il gèle. Je fais ça tous les matins et tous les soirs. Là, en été, c'est à 6h30, 6h30 du matin, je vais ouvrir aux poules. Et elles sont couchées à peu près vers 21h30, hein, 21h30 à peu près. Et une dernière petite contrainte, c'est le nettoyage des dortoirs pondoirs. Vu qu'elles y dorment toutes les nuits et qu'elles y vont très régulièrement pour pondre, forcément ça emmène une nouvelle tâche qui est le nettoyage de ces dortoirs pondoirs. Alors effectivement cette tâche elle est liée au fait également de récupérer tout ça et l'amener au potager, donc ça fertilise le potager, mais malgré tout ça rajoute une contrainte. Passons maintenant au canard coureur indien. Donc je dirais que c'est presque comme les poules, hein. Disons qu'il faut un dortoir sécurisé parce qu'ils peuvent également se faire attaquer par des prédateurs. Les canes sont de très très bonnes pondeuses, hein. Elles pondent vraiment beaucoup, mais par contre, contrairement aux poules qui pondent toute l'année, moi les canes, elles ne pondent pas les 3 mois les plus chauds en été et les 2 mois les plus froids en hiver. Donc elles doivent pondre, ça dépend un peu des saisons, mais en gros elles pondent 7 mois par an. Elles font des œufs qui sont un petit peu plus gros que les œufs de poule et qui sont un petit peu plus riches. Comme pour les poules, je fais en sorte que mes canards mangent ce qu'ils trouvent tout seuls en fait. Donc j'ai, pareil que pour les poules, j'ai deux troupeaux différents, deux bandes différentes, deux cheptels différents. Du coup, ben, j'ai une bande qui est en liberté avec les poules. Donc eux, ils font ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Et j'ai une deuxième bande qui est dans le potager qui eux consomment tout ce qui est gastéropodes, donc limaces et escargots. Je ne vais pas beaucoup plus détailler car j'ai fait une vidéo il y a vraiment pas très longtemps, une vidéo qui s'appelait Un potager sans limaces. Et donc ben voilà, contrairement aux poules, les canards ne grattent pas le sol avec leurs pattes et du coup on peut les mettre au potager, ils vont pas mettre le potager sans dessus dessous. Les canards coureurs indiens, cette race-là de canards mange très peu de végétaux, donc ils vont pas faire trop de dégâts au potager. C'est vraiment un chouette canard à introduire dans un potager si on a des problèmes de limaces par exemple. Alors, ils peuvent se nourrir une bonne partie avec ce qu'ils vont trouver eux-mêmes, mais comme ils mangent beaucoup de petites bestioles, l'inconvénient, on va dire, c'est qu'en hiver, il y a très peu de bestioles à manger, donc il faut compléter leur alimentation en hiver. Et donc moi, je leur donne un peu des graines en hiver. Et si je leur donne également des graines, c'est pour nouer un lien plus fort avec eux, parce qu'ils viennent manger dans la main, ils sont vraiment... je trouve qu'on crée un lien plus facilement en leur donnant à manger. Allez, j'en dis pas plus sur les canards que j'adore, hein. J'adore vraiment les canards coureurs indiens. C'est vraiment des animaux très très sympas, très très chouettes, très curieux, très intéressants. Mais je vous en dis pas beaucoup plus parce que j'ai vraiment fait une vidéo il y a pas longtemps. Je vous invite à aller voir si le sujet des canards coureurs indiens vous intéresse. Allez voir la vidéo d'un potager sans limaces. J'explique tout le fonctionnement des parcours et tout ça. Et puis pour conclure cette vidéo, je voudrais vous parler vite fait de la pisciculture, hein, donc de l'étang. L'étang étant poissonné, il y a donc des rotangles, des tanges, des hables, des équelles qui sont là-dedans. Ils se reproduisent tout seuls, hein, j'ai pas besoin de m'en occuper, pas besoin de les nourrir. Ils prolifèrent et ils nourrissent notamment beaucoup de hérons. Ils nourrissent également les martins pêcheurs. Bon là, pour que vous puissiez les voir à l'écran, je leur ai mis un petit peu à manger, mais en réalité, ces poissons, je ne les nourris jamais, ils se débrouillent avec ce qu'ils trouvent dans l'étang. Euh, voilà, après, pour ce qui est poisson, on va dire poisson pour la consommation humaine, tout ce qui est truite ou perche commune, pour l'instant, j'ai pas beaucoup avancé sur ce sujet-là, donc je vous en parle quand même pour que vous sachiez que le projet est toujours existant, que la plupart des poissons se reproduisent, se multiplient, mais j'ai pas vraiment le temps de me pencher sur le sujet. Enfin, j'ai pas tellement le temps de m'en occuper. Je pense que je m'en occuperai cet automne. Et puis voilà, donc les poissons se multiplient tout seuls, ça ne demande aucun travail. C'est vraiment chouette. Bon ben voilà, en gros, pour résumer les élevages,
Je pense que ça rajoute pas tellement de travail en nombre d'heures par semaine, mais par contre, ça impose une régularité. Il faut vraiment être présent enfin, ça impose une présence humaine, en fait, tout simplement. Du coup, ben, l'élevage, c'est pas forcément quelque chose qui est adapté pour tout le monde. Si on sait qu'on n'est jamais chez soi, qu'on n'est pas là et qu'on aime partir en vacances, l'élevage, c'est pas forcément recommandé, à moins d'avoir beaucoup d'amis qui soient là prêts à s'en occuper en votre absence. Si l'élevage est quelque chose qui peut vous intéresser, je vous recommande vivement déjà de lire plein de livres sur le sujet. On apprendra toujours plein d'informations, à mon avis, plus intéressantes que ce qu'on peut trouver sur Internet, même s'il y a de tout sur Internet. Et pourquoi pas aller voir des gens qui élèvent les animaux que vous souhaitez avoir pour avoir leur retour d'expérience. Moi j'espère que cette troisième vidéo visite du jardin vous aura un petit peu intéressé. Donc la première c'était la biodiversité, la deuxième c'était les arbres fruitiers et maintenant on est sur l'élevage et on se retrouve bientôt pour une quatrième visite du jardin, probablement autour du sujet qui intéresse souvent les gens qui regardent ma chaîne, visite et le potager. Allez, je vous remercie beaucoup, je remercie énormément toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, notre travail et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.